Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage d'Ellie, homme trans de 22 ans, qui souffre de voir sa transidentité ne pas être prise au sérieux par ses parents. Chère Lucille, je m'appelle Ellie, j'ai 22 ans et je suis un homme trans. Je suis revenue vivre chez mes parents avant le Covid et j'y vis encore à l'heure actuelle. Ils ne savent pas que je ne me considère plus comme une fille. J'en ai parlé à mon père une seule fois, mais il ne semble pas me prendre au sérieux. J'aimerais le dire à ma mère, mais elle a un esprit très fermé sur ce genre de choses. Ses parents sont racistes, homophobes, transphobes, et elle a grandi en pensant que ses opinions sont justes et les seules valables. J'ai peur de sa réaction. Je n'ai pas encore effectué d'opération de transition, et je dois donc vivre dans ce corps qui ne me plaît pas, qui me dégoûte même. Je ne vis pas seule dans mon appartement, ne suis pas indépendant financièrement, et j'ai échoué dans plusieurs de mes tentatives d'études, tentant de chercher ma voie. Je souffre du syndrome de l'imposteur et de dépression depuis longtemps, et j'en ai jamais parlé à mes parents. Il n'est pas possible qu'un jeune adulte de 22 ans soit dépressif pour eux. Je me retrouve donc bloquée chez mes parents, et sans issue, et sans possibilité de dialogue ouvert. J'étouffe et je me dis que je ne trouverai jamais le bout du tunnel. Mon seul souhait serait que ma famille me voie comme je me vois, et m'accepte pour qui je suis, afin de pouvoir vraiment aller de l'avant. Merci pour ton temps et de ta réponse. Chère Ellie, je ne crois pas au lien du sang. Je crois même que c'est quelque chose auquel on croit uniquement quand c'est à notre avantage. Et même à chaque fois qu'on m'a ressorti cette carte des liens du sang, on me mettait dans une position de faiblesse. Je devais être reconnaissante d'avoir une famille, et une famille qui ne me reniait pas. En fait, rien que ces réflexions dégradantes et paternalistes étaient la preuve qu'on me reniait. Pour tout un tas de raisons, on avait décidé que c'était honteux de faire partie de ma famille, mais on me pardonnait. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Ce sentiment de devoir une forme de gratitude à des personnes, sous prétexte qu'elles vous pardonneraient d'être vous-même. Vous aurez compris que je me suis beaucoup construite toute seule, sans profiter du soutien des liens du sang, sans avoir le sentiment d'un amour inconditionnel. À cause des séries télé et des films, j'en ai beaucoup souffert. Je me suis longtemps dit que ce n'était pas normal. Que si ceux qui sont en théorie mes plus proches me reniaient, c'est que je devais être une personne horrible. Puis j'ai arrêté de penser ça. J'ai compris que le sang ne protégeait pas de l'intolérance et de la bêtise. Que je n'avais pas à m'excuser d'être moi, surtout auprès des gens qui ne m'avaient jamais aidé, jamais vraiment soutenu. J'espère, Ellie, que vous pourrez un jour regarder en arrière et vous dire la même chose que moi. Il n'y a aucune honte à être vous, ni ce que vous êtes, ni ce que vous traversez. Vous méritez l'amour et le soutien, comme tout un chacun. Et vous ne devriez pas supporter réflexions et attitudes négatives. Je me permets une parenthèse pour préciser ici que je crois évidemment qu'il existe des familles aimantes, des frères et sœurs qui partagent de bons souvenirs et se soutiennent. Je crois juste que cet amour a été construit et nourri consciemment, qu'il n'est ni naturel ni évident, et que ceux qui en profitent ont de la chance. Ce n'est pas une généralité, mais une exception. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, Ellie, c'est de vous détourner de tout et de tous ceux qui vous font du mal, pour vous tourner vers des personnes positives. Cela peut être des amis, des personnes trans qui ont vécu ce que vous traversez, ou des thérapeutes. Vous pouvez vous tourner vers des associations, pour raconter vos épreuves et demander de l'aide pour vous reloger dans un contexte plus bienveillant. Je vous conseille en particulier d'aller voir le site internet Soutenons les personnes trans de l'Inter-LGBT, qui propose du matériel pour les personnes souhaitant soutenir les personnes trans, mais également un lien de demande d'aide avec la liste des associations ainsi que leurs coordonnées. Il y en a dans toute la France. Le site BDD Trans propose aussi une liste de praticiens et praticiennes et même des avocats et avocates safe avec leurs coordonnées. Vous n'êtes pas seule, Ellie. Vous en avez parfois le sentiment, je n'en doute pas. Mais il y a des centaines de jeunes trans qui traversent ce que vous traversez, et des centaines aussi de personnes plus âgées qui se souviennent de ces années difficiles. Il y a des ressources, il y a des témoignages, il y a des gens qui se feront un plaisir de répondre à vos questions, de vous envoyer un message de soutien, de vous proposer un canapé ou une chambre pour vous permettre de souffler, hors de votre domicile. N'hésitez pas à demander de l'aide. Faites-vous connaître de la communauté, et vous verrez les mains tendues. Elle est là, votre famille. Pour parler de coming out trans, j'ai invité Lexi, militante sur la question de la visibilité et des droits des personnes trans et non-binaires, et autrice du livre « Une histoire de genre,
guide pour comprendre et défendre les transidentités, aux éditions Marabout. Bonjour Lexi. Bonjour. Alors j'ai quelques questions pour toi. Comment éviter au maximum que la pression du coming out ne pèse sur les jeunes ou moins jeunes trans ? Je pense que c'est un travail de dynamique à plusieurs échelles. Je crois qu'il y a une importance de la transmission intracommunautaire qui doit permettre, par du retour d'expérience, de donner une vision juste de ce que c'est un coming out. Parce que je crois que si on se fie seulement à des représentations culturelles, à des témoignages qui peuvent être partagés dans des réseaux et des médias qu'on peut définir comme mainstream, il y a souvent une image qui est celle de la libération, d'être enfin soi-même. Je crois qu'il est important d'apporter une nuance où, dans certains contextes, repousser son coming out à plus tard, c'est une question de sécurité. Il est important de prendre en compte le facteur familial, le facteur économique, notamment chez pour le coup, les mineurs. Dans certains contextes, faire son coming out, c'est une mise en danger. Je comprends que le dire, c'est effrayant, clairement, mais on parle d'annoncer, de partager une nouvelle qui peut avoir une influence particulièrement lourde, omniprésente dans ces cercles sociaux, et on ne doit pas négliger ces différents aspects, même s'ils sont négatifs à penser, quand on veut effectivement pouvoir se libérer. Je pense aussi qu'il y a une vraie question d'éducation à ce que c'est le coming out et à ce que c'est le partage, à ce que la nouvelle qui est partagée signifie. On a souvent autour du coming out l'idée de un moment qui fait tout basculer, alors que c'est en fait l'annonce qui fait suite à une prise de conscience, à un chemin de pensée, à des réflexions. Et je crois que c'est important quand on reçoit l'information, de faire preuve de gratitude, que ça soit partagé et pas de créer des nouveaux réflexes. Les réflexes de plus dire « pourquoi tu me l'as pas dit avant je comprends pas d'où ça vient donc savoir ce que ça représente un coming out dans tout ce fil de prise de conscience, de réflexion. Et je pense que, de fait, l'implication des alliés, l'implication de la famille, des entourages, elle est nécessaire. Que ce soit pas des récepteurs passifs d'une information, mais des acteurs du chemin de vie dont le coming out fait partie. Est-ce que toi, tu penses que le coming out, il est nécessaire, obligatoire ? Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, il est important. Nécessaire, je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserais. Je crois par contre que l'un des buts politiques militants à atteindre, c'est qu'il n'existe plus, ou alors qu'il existe pour absolument tout le monde, toutes les configurations d'identité de genre et d'orientation romantico-sexuelle. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que, malheureusement, si on s'en tient à le contexte social dans lequel on vit, le faire, c'est pouvoir avoir accès à des espaces communautaires, à des personnes qui partagent des expériences de vie similaires. Et face à des systèmes de discrimination, c'est vital. Vraiment, c'est vital de trouver ces espaces d'apaisement où on peut souffler. Je crois aussi que, encore une fois, c'est une information qui est précieuse et qu'il faut savoir quand et à qui partager. Dans les contextes, par exemple, professionnels, c'est toujours le risque de subir des discriminations qui entraînent une précarisation. Donc, il est important, individuellement, collectivement pour des communautés, il est à réfléchir aussi. Tu as parlé un petit peu des réactions et des réactions qui seraient actives et positives de la famille et des proches. Quand une réaction sereine, compréhensive de la famille n'est pas possible, où est-ce qu'on trouve du soutien ? Eh bien, justement, dans la communauté, un soutien qui est vraiment empathique, qui est aussi dans le retour d'une expérience qui va être similaire, mais qui potentiellement débouche sur quelque chose de quand même empouvoirant, de quand même apaisé, de quand même salvateur. Je crois qu'on sacralise la famille de sang comme l'espace dont on ne devrait pas pouvoir se passer. Il me semble quand même que quand on fait face à une situation où, par exemple, je sais pas, quelque chose est considéré comme toxique, comme mauvais, on s'en débarrasse. C'est le cas en médecine, c'est le cas dans plein de contextes. Par contre, si c'est la famille, là, tout de suite, il y a une image très monolithique où ça doit être quand même vécu, doit y avoir Je crois que non. Je crois qu'on peut se dire et qu'on doit se dire que si la famille de sang a une période plus ou moins longue où elle réagit mal, où elle crée de la violence, il n'y a aucun souci, en fait, à s'en préserver, à y échapper et à refuser, en fait, pour soi, parce que c'est une forme de respect de soi-même, de pas subir des violences, quelles qu'elles soient, physiques et ou psychologiques. De fait, la famille choisie, c'est un vrai
une vraie solution. Je crois aussi qu'il y a des choses très factuelles qui sont importantes. Par exemple, il y a spécifiquement sur le coming out un rapport qui a été rapporté au Conseil de l'Europe en 2013 qui met en lumière les conséquences des coming out des jeunes queer, notamment l'existence dans les cercles familiaux de violences sexuelles en conséquence, qui sont définies soit comme énormes guillemets correctrices ou punitives. Et je crois qu'avoir en amont de son coming out, accès à ces informations, c'est déjà pouvoir anticiper ce qui va se passer. Je crois qu'un coming out, il est important qu'il soit fait en ayant un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, parce que concrètement, on ne sait jamais comment une personne va réagir. Si je parle moi d'expérience, j'ai 2 grandes sœurs. Une grande sœur avec qui j'étais extrêmement proche, qui avait des amis trans dans son entourage. C'est moi qui lui ai fait mon coming out. Elle a définitivement arrêté de me parler. Et en fait, on ne sait jamais. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, des ressources objectives, podcasts, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui sur Instagram, sur Twitter, des livres aussi, même si en français, on manque un peu. Et le côté très empathique, le côté très humain, pour lequel la communauté, mais aussi des amis proches hors communauté, ont un rôle à jouer. Quelles sont les bonnes réactions pour toi à avoir face à un coming out trans ? Les réactions idéales, je dirais que c'est des réactions d'humilité, de simplicité aussi, même quand c'est bien reçu, pas en faire un truc, pas faire du drama, vraiment le recevoir comme quelque chose de factuel, demander de fait qu'est-ce que ça implique pour toi, de quoi tu as besoin pour la suite, en quoi est-ce que moi je peux aider dans ces besoins, et une humilité justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le fait que la personne a décidé de partager quelque chose d'important. Je crois que c'est bien de remercier, parce qu'on fait partie de ça marque qu'on fait quand même partie d'un cercle qui est considéré comme important pour recevoir cette information. Aussi reconnaître, notamment pour des parents, reconnaître qu'il y a une sorte d'inversion des dynamiques qui va se faire. Il y a cette image où le parent, c'est un peu la locomotive d'un enfant qui lui apprend tout un tas de dynamiques sociales, de réalités culturelles. Et face à ça, un parent qui n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais rencontré une personne trans, qui n'a jamais lu à propos des transidentités, il doit dire que sur ce coup, il ne sait pas et qu'il doit apprendre. C'est quelque chose qui peut un peu surprendre et qui peut du coup demander un temps d'adaptation, notamment aux enfants, parce qu'on n'a pas l'habitude de se penser comme pouvant apprendre des choses à nos parents. C'est pourtant ce qui est important, je crois, à mettre en place. Et de fait, une fois hors du moment direct de coming out, les proches peuvent et devraient aussi aller se renseigner par eux-mêmes. Encore une fois, documentaires, podcasts, compte Twitter, compte Instagram, il y a plein de choses. On disait à une époque que quand les parents se retrouvaient à avoir des enfants qui leur faisaient leur coming out gay, ils pouvaient aller dans des assos pour aller parler dans les assos. Pour les personnes trans, ça manque cruellement. Il y a quelques initiatives qui sont mises en place, mais je pense qu'il y a plusieurs dynamiques. Les parents osent pas physiquement. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de structures qui, mine de rien, n'ont pas forcément envie de dédier des moyens matériels, mentaux à créer des structures spécifiquement pour les personnes cisgenres au sein d'associations trans. Mais dans le cas des parents notamment, je pense que c'est un espace à penser parce que déjà, tout le monde a besoin de s'éduquer et tout le monde apprend à tous les âges et c'est hyper cool en soi. Mais justement, dans l'impact qu'ont les parents, notamment chez les personnes trans mineures, pour, par exemple, avoir accès à des binders, pour avoir accès à des bloqueurs de puberté, par exemple, qui existent en France, même si on en parle très peu. L'accès à une information objective, elle est importante. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui sont pas en soi malveillants, mais qui ont peur. Et pour qui rencontrer d'autres personnes trans, notamment des personnes trans adultes, c'est un vrai apaisement, c'est aussi un vrai éclairage sur le fait que les trajectoires trans, elles ont un futur, que c'est pas une nouveauté qui concerne que les 15-20 ans. Donc voilà. Il y a aussi le fait que, de fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des personnes trans adultes qui ont plus de 40 ans parce que le poids du non-dit, le poids du secret, le poids des stéréotypes et aussi la précarisation particulière, notamment en termes de santé et le sida, ont fait que on a une génération qui est quasiment perdue. Dernière question. Quelles sont les œuvres culturelles que tu conseilles, alors des livres, des films, des séries, à une personne trans qui souffrirait du manque de soutien de sa famille ou à des parents qui voudraient mieux comprendre leur enfant trans ?
Alors pour les parents, je pense qu'en français, il y en a une qui s'est un peu imposée, qui n'est pas forcément l'œuvre la plus politique, la plus militante ou la plus factuelle, mais qui justement a ce facteur très rassurant. C'est la série documentaire d'Océan, qui s'appelle Océan, qui est disponible sur le site de France TV /. Justement, on voit un homme trans adulte qui a une carrière et qui réussit quand même à continuer à mener sa carrière. On le voit aussi avoir allé pour accéder à des étapes de transition médicale, et ça, les parents ont tous une obsession sur ce qu'on va faire médicalement, donc ça peut rassurer. Je pense que Netflix a aussi l'énorme mérite de nous avoir donné le documentaire Disclosure, qui est, à mon sens, brillant pour plein de points différents. Il nous brosse un panorama historique de l'histoire des représentations trans, et donc de nous parler de l'histoire des stéréotypes autour des transidentités, ce qui est absolument nécessaire pour commencer à s'en détacher. Il y a aussi un vrai retour d'expérience sur l'impact de voir d'autres personnes trans quand on l'est soi-même ou quand on se questionne. Et ça, c'est absolument central de comprendre, qu'un parent, un proche puisse comprendre à quel point voir qu'on peut exister, comprendre qu'on existe objectivement, c'est nécessaire. Et que de fait, toujours renvoyer à des questions de « c'est une phase »,« tu peux pas être sûr »,« c'est peut-être un endoctrinement », c'est pousser dans un état de fragilité émotionnelle qui peut avoir des conséquences absolument dramatiques. En livre, on est un peu plus pauvre en français. Je conseille ce qu'écrit l'autrice québécoise Sophie Labelle, qui a un point de vue qui justement est plein d'humour et qui s'adresse aussi à des personnes plus jeunes et à des proches. C'est très pédagogique, c'est très joyeux. Pour les personnes qui veulent un peu plus de sociaux, moi je conseille de lire Wittig, La pensée straight, qui parle pas de transidentité, mais qui décrit des dynamiques et des systèmes qui sont complètement applicables aux questions de genre et de transidentité pour le coup. J'aime bien aussi conseiller un livre qui est en anglais, donc c'est peut-être pas le plus accessible, qui s'appelle Queer Intentions d'Amelia Abrahams, qui est pas central sur les questions de transidentité, mais qui décrit la vie dans la communauté, des questions qui se posent, la question d'accès au mariage, la question d'accès aux enfants, la question de classe aussi. Et je pense que ça peut juste faire du bien de lire des témoignages de personnes trans, des rencontres avec des personnes non binaires aussi, il y en a plusieurs dans le livre, et d'ouvrir la question des personnes trans, qu'elles vivent, à justement d'autres facteurs qui sont rarement pris en compte. On prend les personnes trans que pour des personnes trans, alors qu'en fait, on vit plein d'autres choses autour. Quoi d'autre ? Il y a plein de comptes Instagram qui moi me semblent merveilleux. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Bienveillance en spray, qui fait des toutes petites BD très rapides en quelques slides, qui décrivent des situations du quotidien d'une personne trans, comment je change de prénom, je prends conscience que je suis trans, qu'est-ce que je fais. C'est vraiment le format moi j'envoie à plein de personnes qui se posent des questions cisgenres qui veulent apprendre, parce que c'est simple, c'est léger, c'est hyper clair. Il y a le compte aussi du militant Léon Chapuis, qui est suisse, qui s'appelle Salin Léon, et qui fait pour le coup des choses très visuelles en utilisant la photo beaucoup, avec des slogans très clairs sur des réflexes à ne pas avoir avec les personnes trans, des choses pédagogiques et très engagées. Voilà. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le compte Instagram et le Patreon du tatoueur et artiste trans Nikos Balboa, qui signe son journal illustré, Sleeping in a Binder, et partage, en images, avec sensibilité et humour, ses questionnements et la construction de sa propre identité en tant qu'homme trans. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.